sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, à Racaille, la 142e. Excusez-nous. Avec Piquet-Cou à la régie, Jean et Robert au blabla. Le temps des cerises, Noir Désir, que vous venez d'écouter, pour l'artiste dans la société. Mais où est-il donc? L'artiste dans la société, Sera ne vois-tu rien venir? Je ne vois que l'herbe qui poudroie et que le soleil qui flamboie. L'artiste en dehors de celle-ci, où il squatte en permanence, je crois plutôt. L'artiste et l'engagement politique en toc, et là c'est plutôt en toc. L'artiste et la religion, oui, amen. L'artiste et la science, c'est un peu éloigné. Ses préoccupations, hélas. L'artiste et l'autorité, on l'emmerde. Donc tout de suite, sur Racaille, sur la radio des Anards, sans Dieu, sans maître, sans pub, sans blabla, comme vous le savez, tous les mardis matins, à 11h. Sans blabla le mardi matin, avec blabla le mardi matin, oui, 1h30. C'est un blabla d'une telle qualité qu'on peut pas le qualifier de blabla, franchement. Et le blabla ce matin, c'est Nuit de Chine, numéro 2, puisqu'on avait déjà été se promener là-bas la semaine dernière. On refait un petit coucou au passage à nos carnétistes tribulants. Ouais. Leur dernier opus, allez, un peu de pub quand même de temps en temps, non? Oui, bien sûr, mon Jean. Un peu, tout petit peu. Voilà. C'est pas de leur la dernier pub, ça, opus, Gratte-ciel et soupe de nouilles, qui est sorti sur leur voyage en Chine. Voilà, donc Nuit de Chine, numéro 2. Salut à tous. C'est un pirate électronique, un vrai gangster moderne et chic. Il braque les banquiers de Zurich à l'aide d'un code informatique. Avec un clic, il pousse au crack du CAC 40 et du Nasdaq. Hacker Story, pas vu, pas pris. Hacker au grand cœur, il n'a pas peur. Il passe le temps en solitaire à détourner les comptes bancaires des trusts et des gros actionnaires qui se retrouvent à découvert. Avec son clic, il pousse au crack du CAC 40 et du Nasdaq. Hacker Story, pas vu, pas pris. Hacker au grand cœur, il n'a pas peur. Ne croyez pas qu'il ait tout bu, ce fric, il en redistribue. Il équilibre les revenus, il aide ceux qui sont à la rue. Avec son clic, il pousse au crack du CAC 40 et du Nasdaq. Hacker Story, pas vu, pas pris. Hacker au grand cœur, il n'a pas peur. C'est un pirate électronique, Robin des Bois, moderne et chic. Il braque les banquiers de Zurich. Ça fait du bien quand il les nique. Hacker Story, pas vu, pas pris. Hacker au grand cœur, il n'a pas peur. Hacker Story, pas vu, pas pris. Hacker au grand cœur, il n'a pas peur. Plus juste qu'une œuvre charitable, il pratique le vol équitable. C'était Marc Avec qui interprétait Hacker Story. Alors Marc Avec, on a pu entendre ce week-end sur Radio Libertaire dans l'émission Dessous de scène et qui se produit régulièrement dans un lieu qui s'appelle Le Magique, qui est au 45 rue de Gergovie dans le 14e. Merci Piquet-Cou, donc sur Radio Libertaire, comme vient de le rappeler Piquet-Cou, où on peut t'entendre butiner pour notre émission. Ah oui. Voilà. Avec mon Jean, et on va passer tout de suite à la mini-tube de Luminance, je dois le lire, parce que ça c'est encore une des traits d'humour de notre Jean, qui n'en manque pas. De Shlomo Raymond La Science, la mini-tube de Luminance, où tout de suite on peut évoquer le cas que je, personnellement, oui, moi en personne d'ailleurs, et toute seule, je trouve un petit peu pitoyable, d'un enseignant dans un lycée en socio-économie. Je pense que je connais pas grand-chose à tous ces termes un petit peu zarbi, mais bon, et qui va se retrouver peut-être planté tout bientôt par l'inspection d'académie, parce que son proviseur l'a dénoncé. Vous savez aussi que la balance en ce moment ça fait florès un peu dans tous les milieux, et dans celui de l'éducation nationale qui n'est pas épargné. C'est un peu étonnant parce que
j'ai connu un temps où dans l'éducation nationale, il y avait quand même une certaine solidarité, si on peut appeler ça, ou je sais pas, entre l'encadrement, c'est-à-dire le proviseur, les gens comme ça, et puis l'administration, et puis les enseignants. Il semble que ce soit plus le cas, et les enseignants, les directions d'établissement balancent allègrement l'inspection académique. Les profs qui sont pas comment on pourrait dire ça, Jean, qui sont pas comment? Les profs qui sont balancés, ils sont pas politiquement corrects. C'est un terme un peu con, mais enfin, j'en ai pas de meilleur en magasin en ce moment. Et donc cet enseignant en socio-économie, si j'ai bien tout compris, au cours d'entretien avec ses élèves, entretiens dans lesquels ces élèves lui posent évidemment des questions sur le thème abordé. Et là, c'était le chômage, et là, c'était le syndicalisme, je pense, ou quelque chose de similaire. Et le professeur, évidemment, a répondu aux questions de ses élèves, par exemple sur le chômage. Il a cité, je cite tout ça de mémoire, mais c'est le fond qui est important plus que la forme, a évoqué 3 sortes de chômage. Évidemment, le chômage, c'est pas un truc monolithique. On n'est pas chômeur pour tous pour la même raison. Il y a différentes raisons, différentes formes de chômage, différentes formes d'indemnisation, différentes comment on pourrait dire, causes au chômage et solutions aussi. Et il a eu apparemment l'outrecuidance de répondre aux questions de ses élèves. Pour un professeur, il me semble que c'est un minimum. Non, c'est une première faute. Oui, c'est dans la ligne actuelle. Dans la ligne actuelle, c'est une faute, oui. Le chômage, le chômage, c'est un truc qui a l'omerta, le plus possible là-dessus, parce qu'évidemment, ça parle pas en faveur des gens qui croient nous gouverner. Et puis un autre, je pense, au cours d'une autre de ces interventions, je pense que je suis pas sûr que c'est sur le syndicalisme, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat de tout ça, où un professeur, je crois que c'est son rôle, enfin, à moins qu'on soit complètement idiot dans cette émission, qu'on nous le dise, on peut vous donner le numéro de téléphone, et même s'il y a des enseignants qui écoutent, ils peuvent nous appeler. Enfin, que le rôle d'un professeur, c'est de répondre aux questions de ses élèves, même si les questions sont pas dans le cours, éventuellement, c'est aussi possible. C'est voilà, je sais pas moi. Un enseignant, c'est un enseignant, il enseigne, c'est-à-dire qu'il apprend à des jeunes gens, il donne à des jeunes gens des informations sur l'enseignement qui est de son ressort, mais aussi ça peut être vrillé et ça peut être aussi un engagement sur d'autres terrains que le terrain strictement éducatif. Voilà. Alors donc, comme je vous le disais au début de mon blabla, ce professeur a été donc dénoncé. Ça s'appelle de la délation, ça. Alors la délation, ça peut prendre des formes. À mon avis, c'est comme la peine de mort. On est contre, on est pour, mais on peut pas être à moitié contre, à moitié pour. Perso, je suis complètement contre dans tous les domaines de délation. C'est pas notre boulot, c'est pas le boulot des citoyens, c'est le boulot des flics. On leur laisse, mais comme c'est des gros feignants, ils ont besoin de nous pour pouvoir bâcler le boulot. Voilà. Il y a ça, et puis il y avait un autre petit truc, mais je me souviens plus, dont je voulais vous parler aussi, qui est pas tout à fait en liaison. Si, qui est en liaison un peu avec ça aussi, mais ça, je veux pas vous tenir le crachoir trop longtemps. C'est à propos du RASED, c'est encore un nom barbare, ça pas rasoir, ça pas du tout question de. C'est un gaz? Oui, on pourrait dire ça, oui. Le gaz RASED, qui vient d'être retiré du marché. Le RASED, c'était une espèce de comment on peut appeler ça? Pas d'organisme, mais une chose. Un réseau d'aide. Un réseau d'aide, voilà. À l'enseignement, pour aider les enfants en difficulté, pour essayer de leur faire rattraper leur retard scolaire, etc. Qui était surtout, évidemment, dans les zones défavorisés, qui étaient, ils se déployaient surtout dans ces zones-là où les parents ont des difficultés à aider leurs enfants parce que eux-mêmes sont en difficulté scolaire, si on veut dire ça. Mais bon, c'est plus grave que ça. Non, mais on comprend bien ce que ça veut dire. On comprend bien ce que ça veut dire. Voilà. Alors, comme on a besoin d'enseignants parce qu'à force d'en supprimer, il y a des endroits où il y en a vraiment plus suffisamment pour remplacer ceux qui sont malades, etc., etc. Alors, on va vider le RASED, c'est-à-dire que les enfants des milieux les plus modestes, ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés pour rattraper leur retard scolaire, ils n'auront plus d'aide. Et ces professeurs qu'on va virer, qu'on va enlever du RASED, on va les déployer dans les établissements où les élèves sont pas des élèves complètement défavorisés, mais qui ont voilà. Vous voyez un peu, on vire de ce dispositif d'aide aux enfants défavorisés, qui sont en retard scolaire,
pour redéployer les enseignants qui leur venaient en aide dans des établissements scolaires où on n'a pas besoin d'aide. Bref, vous voyez, on vit d'un truc pour bon. Et je voudrais ajouter à ça que on les vire, on les remet, etc. Et voilà, non, j'avais à dire autre chose, mais c'est tellement débile ces histoires-là que ça m'empêche d'aller au fond du problème. Mais on est toujours dans la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on est on a des gens au pouvoir qui en ont rien à battre vraiment des classes les plus défavorisées de notre pays, et puis qui continue à faire une ségrégation assez insupportable au niveau de l'enseignement. Et il y a une étude qui a été faite qui démontre que cette politique envers les classes les plus défavorisées va grossir le nombre des chômeurs, puisque ces enfants qui n'auront pas pu rattraper le retard scolaire vont se trouver en fin de scolarité complètement démunis pour le marché du travail et vont se retrouver à l'ancienne ANPE, je ne sais plus quel terme on emploie maintenant pour ce genre de choses. Voilà, c'est ça. C'est avec une politique complètement débile, une fois de plus. Ouais. Mon Jean, pardonnez-moi, j'étais un peu long. Bon, là, la droite s'affiche comme elle est, tu vois, telle qu'elle est. Est-ce qu'il faut vraiment s'en plaindre? Bon, on la vire. Le mieux, c'est c'est le mieux. Pour la remplacer par beaucoup mieux. Ouais, c'est ça qui est un petit peu quand même dramatique. Ouais. Bon, un jour, ce serait quand même bien qu'on fasse venir ma compagne, que je fasse venir ma compagne tout à fait. Avec nous. Ouais. Elle nous raconterait des histoires de profs. Il y en a quelques-unes de pas tristes. Hein. Et ça serait vraiment important, justement en ce moment. Notamment un collègue qui s'est retourné un moment pour écrire un truc au tableau. Il a été bombardé de stylos. Tu vois, mais bombardé, il en a pris plein le dos, la nuque et tout, et la tête même. Il y en a un qui lui a fait mal d'ailleurs. Donc il était un peu désemparé, comme tu peux l'imaginer. Il est donc allé voir la nouvelle direction, enfin le proviseur, pour lui demander conseil en quelque sorte. Et le proviseur lui a dit: mais vous vous êtes retourné? Oui, ne vous retournez plus. D'accord. C'est non, c'est sérieux. Hein, c'est la réponse. Voilà, c'est la réponse, on va dire, de l'administration aux enseignants. Oui. Et tout est à peu près de ce tonneau. Tout à fait. Sympa, non? Non, très sympa, oui, bien sûr. Voilà. Allez, je vais commencer par une petite histoire dont j'espère que je ne te l'ai pas racontée. Hein. Ça remonte à quand même bien un bail, on va dire, hein. Presque 40 ans. Entre 35 et 40 ans. Non, 35, on va dire, allez, pas me vieillir non plus autant. Quelques semaines, tu vois, après avoir eu mon permis de conduire, mon père m'a prêté sa bagnole. Et alors, j'ai emmené mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, je l'ai emmené en promenade au-dessus de chez nous, sur un plateau qui s'appelle le plateau de Saclay, qui aujourd'hui est colonisé, si j'ose dire, par l'école polytechnique, mais qui à l'époque était encore assez sauvage, comme ça. Puis alors, on était sur une petite route, et on tombe sur une quinzaine de chasseurs, tu vois, on était donc en période de chasse, on tombe sur une quinzaine de chasseurs harnachés, le fusil, attention, hein, pas replié pas cassé sur le coude ni en bandoulière, mais vraiment droit devant eux, comme ça ils avançaient au bord d'un champ avec les chiens devant. J'imagine qu'ils essayaient de lever des lièvres ou des lapins, on va dire, c'est à peu près ça. Hein, je vois pas ce qu'ils pouvaient espérer trouver d'autre à cet endroit. Et alors on s'arrête avec la bagnole, on baisse la vitre, je sais plus lequel des deux, enfin bon, et on gueule à l'attention des chasseurs qui étaient tout près de nous mais qui nous tournaient le dos. Chasseurs, tout dans les douilles, rien dans les couilles. Ah non, ah non, pardon. Ah non, Robert, c'est une faute de finir. Nous, on s'est arrêté là. Mais alors, comme un seul homme, les 15 chasseurs se retournent, le fusil pointé vers nous. On avait arrêté la bagnole, tu vois, on n'emmenait pas large. La fenêtre ouverte, mon frère et moi, on a fermé les yeux en attendant les coups, quoi. Et puis, fermé les yeux, je les ai rouverts, j'ai vu qu'il y avait une tentation de tirer chez les 15, tu vois. Terrible. Et puis c'est passé comme ça, il y a quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité, j'imagine mon frère aussi, on n'en a jamais vraiment trop reparlé, ça a été un peu bouleversifiant cette histoire, et puis finalement nous ont tourné le dos et ils ont repris leur marche et nous on est reparti avec la voiture, on emmenait comme tu l'imagines, ou comme vous l'imaginez, puisque Piquet Cou est là aussi, pas large, hein.
Voilà. Est-ce que tu sais maintenant ce que c'est que le comité Guillaume Tell? Non. Ben, le comité Guillaume Tell, c'est une espèce de lobby, on va dire, qui regroupe, qui représente plus exactement les 2 millions d'utilisateurs d'armes légaux, très important de le dire, légaux d'armes à feu en France. Tu savais qu'il y avait 2 millions d'utilisateurs légaux d'armes à feu en France, Robert? Non, voilà. Non, je savais pas. Dont une bonne part de chasseurs, je suppose. Ben, bien sûr, mais ça veut dire des gens qui ont le droit, dans certaines circonstances, de posséder, disons, une arme, et éventuellement de la porter, hein. Voilà. Thierry Coste, c'est le secrétaire général de ce comité Guillaume Tell, hein. Alors, je le cite, hein. Tout ce que je te dis, et c'est très récent, hein, ça date du début février. En une semaine, on s'est fait plaisir avec la loi sur les armes à l'Assemblée et la loi sur la chasse au Sénat. Il se félicite, ce Thierry Coste, d'avoir fait voter coup sur coup ces 2 textes, hein, donc début février, comme je viens de le dire, à chaque fois dans une relative, pour ne pas dire totale discrétion, hein, mais à la quasi-unanimité, à l'exception des voix écologistes. Des 2 propositions de loi, hein, c'est celle évidemment sur les armes, hein, qui a été la plus difficile à faire accepter. Voilà plus de 2 ans que le comité, donc Guillaume Tell, ferraille avec les syndicats de policiers et de magistrats, qui eux sont pas du tout pressés, hein, évidemment, parce qu'ils savent les dégâts que ça pourrait entraîner, hein. Longtemps suivis par leur ministère de tutelle. Mais à coup de réunions, d'appels et de courriers aux ministres comme aux parlementaires, le lobby a abouti à une réforme équilibrée, comprendre évidemment qui est une loi qui leur est une réforme qui leur est très favorable, hein, sur tous les points. Classification des armes, peine pénale ou même fichier de détenteur, hein. Les négociations se sont accélérées avec l'arrivée de Claude Guéant à l'intérieur et surtout après 2 rencontres à l'Élysée les 24 octobre et 30 janvier dernier, hein, raconte Thierry Coste, pour qui les 2 camps, la droite mais aussi la gauche, hein, ont évidemment compris leur intérêt électoral. Car la gauche a aussi voté ces textes, qui doivent encore passer devant chaque assemblée pour un vote conforme. Mais je crois qu'à l'Assemblée c'est fait, il reste encore le Sénat. Voilà, le lobbyiste est confiant, mon petit doigt me dit que nous n'aurons aucun problème. C'est-à-dire que pour rendre légal le port d'armes? Le port d'armes. La possession d'armes, en tout cas. Écoute, il faudrait rentrer dans le... Ouais. Je peux, si tu veux, mais j'ai peur que ça nous entraîne un petit peu loin. En tout cas, voilà. Ces 2 textes sont passés. Le premier devant l'Assemblée nationale, mais le second devrait être voté par le Sénat. Comme le dit le Nouvel Observateur dans lequel j'ai retrouvé cette info en 2012, la chasse est vraiment ouverte, hein. Oui, parce que ça va. Je crois qu'ils ont copié sur les États-Unis pour cette espèce d'histoire là. Exactement, c'est-à-dire que ça va nous rapprocher de ça, hein. Voilà. Alors, attends, et j'essaye de trouver un truc plus significatif, peut-être. Oui. Non, allez, il faudrait, ça prendrait trop de temps pour être développé. En tout cas, tous nos auditeurs, je leur conseille de se renseigner sur le sujet parce que. Ouais, tout à fait. C'est une reculade. Bien sûr. Ouais. Mais aux États-Unis, le lobby de l'armement, c'est quelque chose de considérable. Ils font parce qu'il y a eu plusieurs tentatives pour contrôler, pour encadrer cette liberté d'acheter des armes, etc. Mais à chaque fois, ça capote devant. Voilà. Donc là, on a une reculade sur cet encadrement, sur l'encadrement dont tu parlais, une reculade manifeste, hein, qui va nous rapprocher donc des États-Unis, alors qu'on en est qu'à 2 millions. Ça, c'est déjà énorme, hein, 2 millions d'utilisateurs légaux d'armes à feu, c'est déjà énorme. Ouais. Mais bon, on avait quand même, ils étaient quand même très bien encadrés, et là, ils le seront moins, hein. Bien sûr. Voilà, tout ça pour des raisons électorales, tu vois. C'est pas brillant, hein. Non, non. Merci mon Jean pour ces très bonnes nouvelles.
Chinese Démocratie, interprétée par les Fatal Picard, extrait de leur album Le sens de la gravité. Merci Piquécou sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arakaï, la 142e, avec Piquécou, dont vous entendez la voix charmeuse qui vous berce, je suppose. Jean, à l'instruction publique, notre hussard noir, justement, de la République. Et puis Shlomo au micro, en attendant que Jean nous parle de la peinture chinoise et du moine citrouille amer. Ça, je trouve ça absolument. Mais je reviens juste une seconde, tu sais, pour. Non. En fait, j'ai pas développé parce qu'il y a une 60aine de clauses en tout, mais j'en prends 3 comme ça au hasard quand même sur cette histoire de la chasse. Les collectionneurs auront accès, par exemple, à des armes de collection qui leur étaient jusqu'ici inaccessibles. C'est-à-dire que sous le prétexte, tu vois, de collectionner, on pourra avoir évidemment accès à des armes jusque l'arme de guerre. Voilà, exactement. On aura compris. La vente entre particuliers et la vente à distance seront clarifiées de façon à ce que la traçabilité, si tu veux, se fasse sans contrainte particulière. Ça, c'est une clause au hasard. Et puis une troisième dont je viens de te parler, c'est que un certain nombre de calibres qui jusque-là étaient interdits en France, mais autorisés dans certains pays de la communauté européenne, seront désormais accessibles là aussi. Tu m'as bien dit, moi je croyais que c'était uniquement la taille des cartouches, mais tu m'as dit que le nombre de cartouches aussi était concerné. Oui, tout à fait, parce que les fusils de chasse, par exemple, étaient bridés à 3 cartouches maxi, mais ils ont la capacité de 5, 6, ça peut être encore plus, c'est possible, de cartouches. Donc, voilà, et on peut imaginer ce que ça donne quand il y en a 60 comme ça, qui vont toutes à peu près dans le même sens. Bien sûr. Ouais. Bon, non, tout à fait. Voilà, mais on en reparlera peut-être. Bah oui, on va pas s'équiper en même temps qu'à Kalachnikov, en bazooka. Quand les réjouissances vont commencer, on en reparlera peut-être. D'accord ? Oui, mon Jean. Voilà, oui, propos sur la peinture du moine citrouille amer, c'est notre extrait d'aujourd'hui. Chitao, c'est un des surnoms dont ou même des pseudos. Des pseudos, des pseudos qu'utilisait Chitao, moine citrouille amer. Voilà, par Chitao et donc Pierre Rickmans. C'est un petit peu avant la fin de sa vie que Chitao, je rappelle que Chitao, il est né en 1641 et qu'il est décédé en 1710 ou à peu près. Je crois qu'il y a quelques incertitudes sur la date de sa mort, a livré ce traité sur la peinture au langage extrêmement précis et rigoureux, comme vous allez le voir dans quelques instants. Il n'offre pas seulement la meilleure des introductions à l'esthétique picturale chinoise. Il présente aussi la méditation originale d'un artiste qui, appuyé sur l'expérience d'une vie, se pose les 2 questions fondamentales. Les 2 questions fondamentales pour un peintre, bien sûr. Pourquoi peindre ? Comment peindre ? Tu seras d'accord avec ça. Les 18 chapitres de ce traité, ce traité, il a 18 chapitres, plus ou moins longs. J'aimerais bien le lire. Oui, mais tu peux. Remarquablement traduit et commenté par Pierre Rickmans. Pierre Rickmans, il est né en 1935. C'est son vrai nom. Il a écrit pas mal de livres sous le nom de Simon Leys, je crois me rappeler. Après ce traité, après avoir inspiré artistes et esthètes chinois, ces 18 chapitres stimulent maintenant la réflexion d'un nombre croissant de lecteurs occidentaux, comme en témoigne l'accueil fait aux premières éditions. La peinture émane de l'intellect. Qu'il s'agisse de la beauté des monts, fleuves, personnages et choses, ou qu'il s'agisse de l'essence et du caractère des oiseaux, des bêtes, des herbes et des arbres, ou qu'il s'agisse des mesures et proportions des viviers, des pavillons, des édifices et des esplanades, on n'en pourra pénétrer les raisons, ni épuiser les aspects variés, si en fin de compte on ne possède cette mesure immense de l'unique trait de pinceau. Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez,
il vous faut commencer par un simple pas. Aussi, l'unique trait de pinceau embrasse-t-il tout, jusqu'au lointain le plus inaccessible, et sur 10 000 millions de coups de pinceau, il n'en est pas un dont le commencement et l'achèvement ne résident finalement dans cet unique trait de pinceau dont le contrôle n'appartient qu'à l'homme. Par le moyen de l'unique trait de pinceau, l'homme peut restituer en miniature une entité plus grande, sans rien en perdre. Du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, le pinceau ira jusqu'à la racine des choses. Si l'on peint d'un poignet libre, des fautes de peinture s'en suivront. Et ces fautes, à leur tour, feront perdre au poignet son aisance inspirée. Les virages du pinceau doivent être enlevés d'un mouvement, et l'onctuosité doit naître des mouvements circulaires, tout en ménageant une marge pour l'espace. Les finales du pinceau doivent être tranchées, les attaques incisives. Il faut être également habile aux formes circulaires ou angulaires, droites et courbes, ascendantes et descendantes. Le pinceau va à gauche, à droite, en relief, en creux, brusque et résolu. Il s'interrompt abruptement, il s'allonge en oblique. Tantôt comme l'eau, il dévale vers les profondeurs. Tantôt il jaillit en hauteur comme la flamme. Et tout cela avec naturel et sans forcer le moins du monde. S'abandonnant au gré de la main, d'un geste, on saisira l'apparence formelle, aussi bien que l'élan intérieur des monts et des fleuves, des personnages et des objets inanimés, des oiseaux et des bêtes, des herbes et des arbres, des viviers et des pavillons, des bâtiments et des esplanades. On les peindra d'après nature, ou l'on en sondera la signification, où on en exprimera le caractère, ou l'on en reproduira l'atmosphère. On les révélera dans leur totalité, ou on les suggérera elliptiquement. Quand bien même l'homme n'en saisirait pas l'accomplissement, pareille peinture répondra aux exigences de l'esprit. Merci Piquécou, superbe. Alors ces propos donc sur la peinture du moine citrouille amère, donc comme je l'ai dit, la traduction de ces 18 chapitres du traité de Chitao, commenté donc par Pierre Rickmans, a été réédité par les éditions Plon en 2007. Les éditions précédentes ayant toutes été épuisées par d'autres éditeurs, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez commander donc le livre auprès, je le rappelle, à propos sur la peinture du moine citrouille amère. Voilà. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire ou République pour les courageux. qui concéderont de faire 15 mètres de plus à peu près. À peu près. Voilà, téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Voilà, si loin que vous alliez, si haut que vous montiez, il vous faut commencer par un simple pas, ça te parle, ça, mon Robert? Absolument, mon Jean. Et comme je te le disais hors micro, tu me fais découvrir la peinture chinoise depuis que tu as commencé ton opus là-dessus, là. Moi, je suis vraiment, je découvre, comme quoi on est toujours les imbéciles de quelqu'un d'autre. Je découvre avec beaucoup d'intérêt et puis espèce d'enthousiasme, de découvrir un nouveau monde. Et là, ce que j'adore chez tous ces gens comme le pain de citrouille amère, non, il faut le faire. Puis il y en avait d'autres qui étaient pas tristes, des pseudos. Voilà, ils ont une qualité qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais, je suppose. Nous, on a eu quelques peintres au fin du 19e siècle qu'on appelait les impressionnistes qui ont mis leur nez dans la nature, mais à part eux, c'est maintenant retombé dans l'espèce d'oubli total, alors que eux, ils sont en symbiose avec la nature, avec un minimum d'outils, quoi. C'est pas la société de consomme artistique avec les géants Gesteker, les géants Bosner, les géants machin et tout ça, ou avec des kilomètres de rayons sur le matos. Eux, ils avaient un ou deux pinceaux, un peu d'encre de Chine et puis un papier, et voilà, ils étaient dans la nature avec leur petit attirail et ils faisaient des choses apparemment sublimes. Je suis pas encore arrivé au stade de rentrer dans leur travail, mais en tout cas, j'ai envie de le découvrir. Voilà. Merci, mon Jean. Voilà. Et puis Chitao, non seulement il savait peindre, mais il savait écrire, parce que du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, le pinceau ira jusqu'à la racine des choses. C'est difficile d'être à la fois plus concis Tout à fait. Non, bien sûr.
c'était Louis Linel qui interprétait Nuit de Chine, une chanson de 1922. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la plus rebelle des radios, sans Dieu, sans maître, sans pub, 142e, Piquet-Cou, Jean, notre hussard noir, à l'instruction artistique, et Shlomo, qui va vous parler tout de suite de quoi, mon Jean? Eh ben, tu vas nous parler de... Alors attends, juste une seconde. Oui, mon Jean. Juste un petit retour, j'aime bien... Encore sur le lobby Guillaume Tell, hein. Une des clauses, je vois au passage. Elle lui tient à cœur, hein, ça me travaille quand même, hein. Une des clauses, par exemple, c'est qu'il y a une nouvelle classification en 4 catégories. Il y en avait 5 auparavant. Le calibre dit de guerre a disparu. Voilà. Ah, d'accord. De la nouvelle classification. Et c'est comme ça sur 60 clauses. Ah oui, mais donc, voilà. Ça libère toutes les armes de guerre. C'est un lobby efficace, voilà. D'accord. Mais enfin, bon, allez. C'est la dernière fois, c'est promis. Je suis pas sûr, mais enfin bon. De toute façon, c'est important. Peut-être que. Bon, voilà. Là, tu vas nous parler d'un peintre des 6 dynasties. Oh là. Oh, bah, c'est pas tout jeune, hein. Non. C'est Kukai-che. Oui. À toi, mon Robert. Tu dis pas les dates, mon Jean. Alors, si tu veux. Oui. J'espérais que tu le ferais. Non. Bon. Kukai-che, c'est pour autant qu'on en soit sûr, hein. C'est 345-406. Pas vécu très vieux. Après l'effondrement de la dynastie Han, qui fut l'une des périodes artistiques les plus brillantes de la Chine, alors on dit Han ou Han, je sais pas, on assiste à la désintégration du gouvernement impérial unifié et à la disparition de toute autorité centrale. Youpi! Et vous allez voir que ça marche pas plus mal que ça pendant près de 400 ans. Ni mieux d'ailleurs. Mieux de ça, on sait pas, mais bon, on peut le supposer quand même. Pendant près de 400 ans, les diverses provinces de l'Empire seront gouvernées par une série de dynasties connues sous le nom collectif des 6 dynasties. La Chine est alors virtuellement coupée en deux. Dans le sud, où s'est réfugiée l'élite intellectuelle, il semblerait que ça dure toujours maintenant. Absolument. Oui, on sait que les élites vont souvent au soleil et les pauvres ils restent dans le nord. Enfin élite, hein. Oui, entendons-nous bien. Élite intellectuelle, oui. Mais maintenant c'est plutôt les élites. Non, les élites intellectuelles ont été remplacées par des élites. Des élites quincailleries, on va dire. Voilà, c'est ça. Non, tout à fait. Dans le sud où s'est réfugiée l'élite intellectuelle, se développe une culture fortement marquée par le taoïsme, cependant qu'au nord, la dynastie des Wei proclame religion d'État le bouddhisme auquel elle s'est convertie. Le taoïsme, c'est le yin et le yang, je crois, non, c'est ça Non, hein, c'est ça, nous confirme Piquet-Cou en régie. Bon, merci de le confirmer, parce que j'étais vraiment au hasard, j'avais une chance sur 2 de me planter. La dynastie des Wei, donc, proclame religion d'État le bouddhisme, auquel elle s'est convertie, la dynastie et l'autre, le taoïsme. Bien, la plupart des canons esthétiques chinois à venir sont formulés pendant cette période et on peut les résumer ainsi. C'est curieux qu'elles soient formulées pendant cette période. Créer le mouvement pour mieux refléter le rythme vital. Et je crois que ça c'est très important dans l'art chinois. Il y a beaucoup question de rythme vital. Savoir utiliser son pinceau pour mieux rechercher l'ossature. Là, on parle de l'ossature du dessin ou de la peinture. Oui, ça, on va dire que c'est le métier, disons, tu vois. D'accord. Savoir délimiter les formes pour mieux se conformer à l'objet. Ça semble assez logique. Bien poser ses couleurs pour mieux respecter la nature de l'objet. Savoir composer pour mieux établir le dessin. Et copier les anciens pour mieux retrouver les méthodes des grands maîtres et perpétuer la tradition. Voilà, c'est un peu la différence avec l'art occidental, il me semble, c'est que nous, on copie pas les grands maîtres pour perpétuer l'art de la tradition, mais un petit peu comme un apprentissage de la technique des grands maîtres, etc. Et puis après, bon, on fait tout à fait autre chose. Ça a été la tradition jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est un peu perdu maintenant. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été dans l'optique de perpétuer la tradition. Voilà, c'était apprendre un métier. Voilà, tout à fait. Bonnement. Malheureusement, si les biographes d'artistes incomparables de cette époque abondent, peu d'œuvres sont parvenues jusqu'à nous. C'est pas très étonnant, parce qu'ils travaillent sur papier. Oui, je rappelle que c'est 345-406 Kukai-che. Hein. Ça fait quand même un bail. Hein. Et le matériau est quand même fragile, donc c'est un peu... Exactement. Même la plus extraordinaire d'entre elles, le fameux rouleau Conseil de la monitrice aux dames de la cour, ça veut un peu penser la sous-maîtresse
de la Maison Rouge, qui appartient au British Museum, est une copie de l'époque Tang. Tang, c'est T'-A-N-G. C'est pourquoi l'un des plus anciens rouleaux que nous possédions, c'est pourtant l'un des plus anciens rouleaux que nous possédions. Ouais, c'est une copie. Oui, la copie est quand même l'un des plus anciens. Aussi, voilà. D'accord. Conforme à l'idéal confucianiste, c'est une peinture d'abord didactique, un traité de morale écrit à l'intention des concubines du harem impérial. C'est pour ça que je faisais une fine allusion un peu lourde aux sous-maîtresses de maison qui te caractérise. Oui. Aux sous-maîtresses de maison qu'on disait close. Elles n'étaient pas close pour tout le monde. Bon, j'aime bien quand t'es léger. Non, mais les concubines du harem impérial, ça doit être quelque chose. Mais elle montre aussi une virtuosité consommée de l'artiste qui l'a produite. Nous connaissons un peu sa vie grâce à une biographie rédigée sous l'époque Tang à partir de récits antérieurs. Et tout ceci, ça passe au travers de plein de... Enfin, c'est pas du direct, hein. Il était le fils d'un lettré ayant des fonctions dans l'administration et fut membre d'un groupe taoïste. Ku Kei-che n'est pas seulement le seul peintre dont le nom soit attaché à des œuvres authentiquement anciennes, il est aussi celui qui permet de se faire une idée du style qui prévalait au temps des 6 dynasties. Et quand on lui dit que c'est à partir de ce temps-là que beaucoup de principes de la peinture chinoise ont commencé à prévaloir dans le travail des artistes, la tradition lui attribue également la nymphe de la rivière Lo, dont 2 copies sont visibles, l'une à Formose, l'autre à Washington. Ouais, c'est l'errance des œuvres d'art. Bon. Ses contemporains le disaient triplement remarquable. Alors là, écoutez bien, parce que ça, quand même, c'est inconcevable chez nous, où les gens vraiment sont tellement, par rapport à ça, je sens tellement conformistes. Alors bon, je reprends. Ses contemporains le disaient triplement remarquable. Alors écoutez, par son esprit, ça on peut comprendre. C'est assez chez nous, c'est assez aussi... Par sa peinture, on peut comprendre aussi, mais alors le troisième qualité remarquable, c'est son étourderie. Voilà. Et il n'y avait aucune hiérarchie apparemment non, entre les trois. Entre les trois. Ouais. Vous imaginez dire Monet, on l'aime bien pour ses 3 qualités, triplement remarquable par son esprit, oui, pourquoi pas Monet. Par sa peinture, oui, et par son étourderie. Là, ça en foutrait un coup à son crédit, je crois que sa cote, elle baisserait. Ainsi, ces portraits étaient tous considérés comme des chefs-d'œuvre. Peut-être parce que son étourderie lui faisait peindre quelqu'un d'autre, en fait. Peut-être, oui, c'est possible. Oui. Ça devenait, en fait, là, c'est pareil. On a des traces écrites, mais pas, on n'a aucun de ses portraits. Tout à fait. Sa technique est typique de son temps. Il travaillait à l'encre et à l'aquarelle, toujours des médiums liquides et transparents. Il commençait par déterminer des surfaces à l'aide d'un contour mince, puis il les remplissait de lavis de couleurs, posés en aplat. Le modelé y était en effet pratiquement absent. Ça, j'adore. Parce que je trouve que c'est plus fort de donner vie à un dessin, à une peinture en aplat que faire avec des modelés, etc. Je trouve que ça salit un peu le travail. Enfin, oui, ça dépend comment c'est fait, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est gentil, Jean. Tu dois être le seul de tous nos auditeurs qui sont... on vous donne pas les chiffres, ça pourrait vous faire tourner la tête. Voilà. Le modelé était en effet pratiquement absent, et moi je déteste le modelé. Ku Kei-che insistait manifestement... Il n'y est jamais arrivé à en faire un. Oui, c'est un peu ça aussi. Là, je m'embourbe avec les modelés, c'est quelque chose d'effroyable. Ça devient une espèce de sale givre. Mais ceci dit, j'ai jamais vu personne d'aussi doué pour les aplats. Oui, c'est ça, vous de ma gueule. Non, je suis très sérieux. Du coup, je m'embrouille. Je suis très sérieux. Ku Kei-che insistait manifestement sur la nécessité de transcender toute forme humaine, ou emprunter à la nature pour en rendre le mouvement vital, encore une fois, se livrant à une sélection sévère des traits les plus représentatifs pour mieux cerner son sujet. Ça, oui, ça j'adore, parce que moi, je me sens bien avec une définition comme ça. Et il est toujours considéré aujourd'hui comme l'un des fondateurs, tenez-vous bien, de l'art pictural chinois. Alors,
c'est impossible dans notre formation intellectuelle de penser que un peintre qui a vécu au IVe siècle, au Ve siècle, soit toujours considéré aujourd'hui comme un des fondateurs de l'art pictural occidental. J'en connais pas. Enfin, on se définit pas comme ça, en tout cas. Non, ça c'est sûr. Bon, il faut aussi comprendre que 345-406, il y a eu des peintres avant lui, hein, mais le problème c'est que les traces, évidemment. Ouais, mais nous, 300, compliqué. Nous, à cette époque-là, on tapait encore dans le bois. On n'imagine pas les Gaulois en train de travailler à faire du paysage, quoi. Voilà. Si tu veux, c'est le premier grand artiste de l'art pictural chinois dont on soit sûr de l'existence, en fait. Voilà. Tout à fait. Tout parce qu'on a des écrits, plusieurs, qui confirment. Hein. Voilà, je mettrai sur le blog de l'émission un lien vers le rouleau dont tu parlais tout à l'heure, un conseil de la monitrice aux dames de la cour. C'est un rouleau très très long, c'est d'une beauté, mais alors... Oui, on en a vu un extrait sur le web. Ouais. Mais on peut pas vraiment se rendre compte. Non, mais quand même. Ouais. Même la copie est très belle déjà. Non, conseil de la monitrice aux dames de la cour. Au British Museum, hein, ceci dit, si vous voulez aller voir de visu, c'est à Londres. Hein. Voilà, donc sur le blog de l'émission, un lien http://arracaille.blogspot.com. Merci, bon Jean. Voilà. C'était Zha Yan Dian, un morceau extrait d'un CD qui s'intitule Chine, l'Empire du Milieu. C'est une collection produite par Terra Humana. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui est toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Raquel à 142e, Piquécou à la régie, Jean à l'instruction publique, notre hussard noir, et Shlomo, qui fait le lien avec toutes ces choses. Voilà, mon Jean. À toi. Donc, tu nous parlais tout à l'heure des 6 dynasties. Après les 6 dynasties, il y a eu le si mes souvenirs sont bons, une dynastie, mais j'ai oublié son nom là, j'ai un trou, assez courte d'ailleurs. Et puis la dynastie des Tang. Hein. Ouais. Voilà. Et puis après la dynastie des Tang qui avait porté la Chine, tu vois, à un niveau de développement et de prospérité qu'elle n'avait plus connu depuis les Han. Donc les Han, je rappelle que c'est avant les 6 dynasties. Tu me suis, bien sûr. Oui, je te suis tout à fait. L'Empire retombe une fois de plus dans la division politique. Hein ? D'accord, mon Jean. Voilà. Alors c'est pourtant lors de cette période aussi courte que mouvementée que vont naître plusieurs écoles du paysage, que la dynastie Song en fait ne fera
que développée. Apparaît aussi une technique nouvelle, le lavis à l'encre de Chine, qui va permettre à de fortes personnalités artistiques de s'exprimer. Adeptes de la peinture sans contrainte, ces artistes se distinguent par la simplicité des moyens mis en œuvre, simplicité qu'on ne retrouvera d'ailleurs que près de 3 siècles plus tard. Leur puissance de création était considérée tellement exceptionnelle par leurs contemporains que ceux-ci n'hésitaient pas à la comparer à celle de la nature elle-même. Attention, c'est presque un peu lourd comme compliment, un peu lourd. Non, pourquoi, Jean? Non. Okay. Mais il convient de rappeler qu'une telle peinture n'aurait jamais vu le jour, tu vois, si la calligraphie avec sa souplesse de pinceau n'avait été pratiquée depuis des siècles. N'empêche qu'avec eux, le paysage acquiert une cohérence et une unité spatiale jusqu'alors inconnue, je vais dire ça comme ça, se déroule à nos yeux, ébloui, mais ça, bon, c'est une précision toute personnelle. Bah oui. De vastes panoramas de fleuves et de collines fessues, mon Robert. Oh oui, perdu. Et fessues à quel point? Un point que tu peux pas imaginer. Oui, non, je sais pas ton imagination dans ce domaine. Je sais pas si tu... Non, mon Peut-être Jean, que tu commences à mieux comprendre mon intérêt pour le lavis, Peut-être, oui. De collines fessues, donc je reprends. Oui, non, mais ça fait 3 fois, Jean. Bah oui. Oui, perdu dans la brume, Dans la brume des fessus, des fesses, oui. Où les formes sont suggérées à l'aide de petits coups de pinceau et de taches. Sur les fesses. Oui, comment oser, mais enfin bon. Oui. Toutes les conceptions de l'époque Song vont se trouver magnifiquement rassemblées en la personne de Guoxi. Il y a plusieurs prononciations, moi je vais le dire comme ça se lit, en tout cas dans cette orthographe-là, Guoxi, voilà. Guoxi c'est 1020-1090. Il vivait pas extrêmement vieux quand même pour des gens. Pas 1090, ça fait quand même 70 ans. Oui, là ça fait 70 ans, à l'époque c'est pas mal comme moyenne, ouais. Le type accompli en fait du lettré qui entend être à la fois un visuel et un rêveur, dans les mêmes proportions d'ailleurs, un homme de plein air autant que d'atelier. Ça te rappelle quelque chose, quand même comme ça vaguement, on pense aux impressionnistes. Il est d'ailleurs à la manière de Shitao, qu'on a déjà vu plusieurs fois, autant connu en Chine pour ses œuvres que pour son traité sur le paysage, lui aussi, mais là malheureusement je n'ai pas trouvé le texte, sauf en chinois. Oui. Il faudrait demander à nos Alors, appel à nos auditeurs, si quelqu'un pouvait nous traduire le traité sur le paysage de Guoxi. Bah oui, je rappelle de l'époque Song. Il y a une jeune fille qui est chinoise. Écoute, peut-être qu'il pourrait revenir nous lire un extrait de ce traité sur le paysage. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. À moins que ça soit écrit en mandarin, auquel cas. Alors moi, j'ai pas réussi à le lire, mais son influence va s'exercer des siècles durant, en Chine, en tout cas, de ce traité sur le paysage. Il y expose ses méthodes et ses convictions. Pour lui, la valeur d'un paysage tient au pouvoir qu'il a de se substituer vis-à-vis du spectateur, bien sûr, à la nature elle-même. Il semble donc avoir abordé ce genre d'une façon essentiellement réaliste, tu vois, tout en mettant l'accent sur l'inspiration qui doit modeler la vision du peintre. L'adoption du rouleau horizontal date de cette époque, d'où l'importance qu'il donne à la nécessité de bien situer une œuvre dans ses 3 dimensions, de bas en haut, du premier plan à l'arrière-plan et de gauche à droite. Il a fixé en outre la symbolique des couleurs et établi un répertoire des thèmes qui sont devenus des classiques. Son début du printemps, visible à Formose, comme l'œuvre dont on parlait tout à l'heure, La nymphe de la rivière Lo, de Kukaiche, donne, je sais plus, je crois qu'il s'appelle le Musée National, mais il faudrait vérifier, donne l'image de cimes élancées aux lignes tourbillonnantes noyées dans le brouillard, et témoigne d'une extraordinaire perfection dans la mise en œuvre de la perspective aérienne. L'espace et la distance sont suggérés à l'aide de l'avis dont la légèreté s'intensifie en fonction de l'éloignement des lieux par rapport au spectateur. Sans doute peut-être trop léger pour Robert, je sais pas, ce sera vérifié. Guoxi s'y révèle le peintre par excellence du paysage fantastique. Oui, mon Jean. Non, Robert, je te l'affirme. Aimant à souligner l'instabilité profonde qui règne dans la nature et peut la rendre menaçante d'un instant à l'autre. Là, je sens que tu as peur.
tout de suite. Hein. On sent monter la tension dans le studio. Avec son lavis délicat dont les vibrations semblent modées par le vent lui-même, il semble tout bonnement avoir réussi, mais là je m'avance beaucoup, la synthèse de qualité pourtant contradictoire. Son influence fut immense sur ses élèves de l'Académie impériale, où ce Guozzi enseignait, et on peut le tenir pour le principal artisan de cet esprit nouveau qui domina l'art du paysage pendant les 2 siècles suivants, Robert. Rien que ça. Oui, mais c'est par rapport à Kukeche, lui qui du IVe siècle et encore aujourd'hui, on s'en inspire. Alors donc, voilà. Donc comment il s'appelle ton Guozzi. Guozzi, Guozzi, il va quand même. Guozzi est en train de nous faire une grosse déprime. Là. Et tout ça par la faute de mon camarluche Robert à ma droite. Non, enfin, mon Jean, que je ne vais plus appeler tu que dois Shlomo. sélectionner tes textes en fonction de ton intérêt personnel. Mais non, si tu veux, les artistes qu'on a vus la semaine dernière et ceux qu'on voit aujourd'hui, les 3, mais on va en finir avec la Chine. Hélas. Non, hélas, non, on y reviendra. Ah oui, on y reviendra. Mais pour moi, ils appartiennent à une sorte de communauté qui est celle des artistes indépendants. Oui, ils ont refusé les honneurs systématiquement. Ils ont tous des parcours à des siècles de distance. Ils ont suivi des parcours tout à fait similaires. D'abord, ils ont créé des nouveaux canons. Et ensuite, ils ont systématiquement refusé les honneurs pour vivre modestement de leur art ou comme Shitao rejoindre les ordres pour être tranquille. Enfin, tu vois, il y a une communauté entre eux. En tout cas, ils ont toujours été des artistes originaux, indépendants, pas seulement indépendants, mais originaux, qui ont relancé ou amélioré d'une certaine façon l'art pictural chinois à des degrés divers. Évidemment, je te concède. Peut-être que Kukeche est un artiste qui a modifié l'art pictural chinois davantage mais en tout que cas, l'a fait Guozzi. Ouais, non, mais en tout cas. Mais c'est Kukeche. C'est Guozzi. Tu n'es pas Kukeche. Je ne suis pas Guozzi. Alors ne me regarde pas avec cet air. En tout cas, flambeur, s'il te plaît. Que s'il y a quelques artistes plans de carrière qui nous écoutent, qui prennent un petit peu, enfin je doute qu'ils prennent modèle sur cette espèce d'ascétisme ou de refus des honneurs de ces peintres chinois, mais qui retiennent bien cette leçon, c'est que les amateurs d'art chinois préféraient de loin ces artistes-là à ceux qui étaient officiels et qui recevait évidemment des commandes probablement de la cour, des choses comme ça. Quoi. Bien sûr, oui. Parce que il trouvait que c'est aussi chez nous, on n'a pas ce côté parce que surtout en ce moment, il y a une petite période toujours la même, autant de l'art moderne où des amateurs se sont ont vraiment acheté des artistes un peu rebelles au système, etc. Mais c'est une période très brève. Oui, ça a été une période très brève. Non, en tout cas, en Chine comme chez nous, l'histoire a été féroce, évidemment, avec les artistes officiels. Ils ont tous disparu, restent les artistes indépendants, les réfractaires, ceux qui ont créé quelque chose, quoi. Un art, une discipline. Une technique. Et une façon de vivre différente aussi. Voilà, une façon de vivre différente, et puis qui ont renouvelé l'art pictural de leur pays. Tout à fait. Voilà, un lien vers le début du printemps dont je parlais tout à l'heure, qui est visible à Formose, sur le blog de l'émission, http, on ne le répétera jamais assez, //arracaille.blogspot.com. Oui, bonjour.
Pierre Perret, comment c'est la Chine? Sur Radio Libertaire, voix de la Fédération anarchiste. Avec tout de suite, mon Jean, quoi est-ce donc que la suite? La suite, avant de repasser la parole à Picquécou, qui va nous conter l'histoire de Nitsan, un peintre de l'époque Yuan. D'accord. Une petite précision, découverte par Picquécou sur Internet. À propos de... Excuse-moi d'y revenir. Non, mais c'était fini pour aujourd'hui. Non, l'émission n'est pas terminée. Hein. Le comité Guillaume Tell a réussi son coup, puisque la loi, en fait, les textes ont été, ça y est, votés par le Sénat. L'Assemblée nationale s'était déjà fait depuis le début février. Là, c'est le Sénat. Voilà, et on qui vous a voté les rappellerait... textes dans une totale discrétion. Tout à fait. Un Sénat socialiste, à majorité socialiste. Voilà. Et quelques protestations écolos, mais pas plus que ça, hein, finalement. Voilà. Nitsan, 1301-1374. Hangzhou, la capitale des Song du Sud, étant tombée aux mains de Kubilai Khan, la Chine passe sous la dynastie mongole des Yuan. Du point de vue esthétique, l'époque Yuan se caractérise par un retour aux sources. Les regards se tournent irrésistiblement vers l'époque Tang, qu'il s'agisse des peintres ralliés au nouveau régime, comme de ceux qui, fuyant les honneurs de la vie officielle, vont se retirer à la campagne. Il y a de beaux talents, pourquoi le cacher, parmi les peintres qui gravitent autour de la cour des Yuan, établie à Pékin. Mais c'est au sein des artistes non officiels, très fiers de leur indépendance, qu'il faut chercher les 4 grands maîtres de l'époque. L'aîné, Wang Kongwang, a popularisé la technique du coup de pinceau en biais, utilisant au fur et à mesure qu'il avance dans la finition, une encre de plus en plus sèche pour mieux minimiser la nature calligraphique du trait. Le suivant, Wu Chen, a peint des bambous et des paysages détendus, qu'il a accompagnés de poèmes de son cru. Le plus jeune, Wang Mong, par le touffu de ses compositions, n'a laissé aucune place au vide, et ainsi introduit une certaine angoisse. Mais le plus personnel des 4 est certainement Nitsan. Ses compositions sont d'une légèreté et d'une grâce infinie. Malgré ses tons pâles et ses traits délicats, sa peinture est d'une grande force. Il représente une nature calme et sereine, tantôt couverte de neige, tantôt baignant dans une forte lumière où l'homme n'a pas sa place. Seul lui importait l'expression de ses propres sentiments et ne se préoccupait manifestement ni de sa technique, ni de la ressemblance entre ses œuvres et leurs modèles. Issu d'un milieu très favorisé, il avait mis à profit les moyens octroyés par sa famille pour s'entourer de livres, d'objets anciens, de calligraphie et de peinture. Néo-taoïste à 30 ans, il passait au bouddhisme à 50. Un peu avant les troubles qui amenèrent la chute de la dynastie des Yuan, il distribua ses biens et, renonçant à la vie publique, se mit à voyager en bateau sur les cours d'eau et les lacs de Jiangsu. Il fut avant tout un artiste solitaire. Son désir de fuir un monde dont les brutalités l'offusquaient transparaît dans la grande discrétion de ses paysages, mais il fut aussi poète et calligraphe. Sa renommée actuelle, en Chine mais aussi ailleurs, se fonde sur ses représentations de paysages, d'un style infiniment dépouillé, sans rehaut de couleurs, qui inspirent presque tous du même thème très simple dont il ne se lassa jamais. Au premier plan, une rive, que bordent quelques arbres sans feuilles, parfois un pavillon, puis une vaste étendue d'eau. Au-delà, quelques collines, baignant dans une fine lumière grise, argent. Nulle place pour des êtres humains dans son univers paisible. Comme on l'a vu, il affichait le plus profond mépris pour les connaissances techniques et les recettes de l'artiste professionnel. 3 siècles avant Shitao, il représente l'idéal du peintre lettré. De tous les paysagistes chinois de son temps, il est sans conteste le plus délicat, le plus raffiné, le plus pur. Voilà, merci Picquécou. Ça te parle forcément. Ça, il distribua un peu avant les troupes qui amenèrent la chute de la dynastie des Yuan. Il distribua ses biens et, renonçant à la vie publique, se mit à voyager en bateau sur les cours d'eau. Ah oui, ça j'adore. Et les lacs du Jiangsu. Oui, on n'imagine pas Buren faire la même chose. Voyager sur les canaux. Non, tu pouvais pas en choisir un autre. Non, mais on peut en choisir un autre, si tu veux. Le préféré du chef, l'artiste contemporain préféré du chef de l'État, Chef Koun. Chef Koun. Chef Koun.
Chef Kuhn. Bien, c'était sur... on n'imagine pas de se débarrasser de tous ces biens, effectivement, et partir en barque sur un fleuve. Ouais. Un morceau qui s'intitule Togger Jean Mountain, interprété par le groupe Angai. Alors le groupe Angai, c'est un groupe formé à Pékin de musique pop-punk mongole. Et Angai est un mot mongol qui fait référence à un paysage idéalisé de pâturage, de montagnes, de rivières, d'arbres et de ciel bleu. En tout cas, on n'a pas envie d'y aller, voir les montagnes de ciel bleu, les rivières. Moins qu'avec les collines fessues de... Ah oui. De Kukaichi. Oui, tout à fait. Moins qu'avec les collines fessues. Ou de Gloxy. Tout à fait, mon Jean. Sur Radio Libertaire, vous y êtes toujours. Ça touche à sa fin, ça tire à sa fin, je sais pas comment on peut dire, ça va finir. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Arakaï, la 142e, Piquet-Coup, notre hussard noir Jean, qui va vous causer tout de suite dans le poste des expos à ne pas manquer, et j'insiste bien sur à ne pas manquer. Voilà, et puis si le groupe punk pop mongol oui. Angai nous écoute, qu'il sache qu'il faut qu'il rajoute un peu de fesses dans leur musique. Voilà. Oui, c'est quand même pas compliqué, nom de Dieu. Entrelac, on en a un peu parlé la semaine dernière, c'est Ai Weiwei, parce que ça a démarré, donc c'est au musée... dire aïe 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 Ai Weiwei. Entrelac, c'est donc au musée du jeu de paume, place de la Concorde, place de la Concorde précisément, dans le 8e arrondissement de Paris, et c'est valable donc jusqu'au 29 avril 2012. Alors, l'expo va permettre en fait au public français de découvrir le travail photographique essentiellement
de cet observateur critique de la société chinoise dont la détention au secret pendant 81 jours au printemps a suscité l'indignation internationale. Libéré sous caution le 22 juin, le plasticien contestataire de 54 ans a retrouvé son atelier, mais il est tenu de rester dans la capitale chinoise. Amaigri par sa longue détention, mais enfin il a encore un peu de marge, l'artiste reste fort et déterminé, a déclaré à l'AFP Lucas Ley, son assistant pour cette exposition. Lucas Ley, lui, il est à Paris. Voilà. Et puis, un petit clin d'œil à notre auditeur irlandais préféré. Salut Julien. Qui s'est installé à Helsinki pour plusieurs mois. Hein. Voilà, il paraît qu'il est dans la neige jusqu'au cou pratiquement. Hein. Akseli Gallen-Kallela, c'est une passion finlandaise au musée d'Orsay, 62 rue de Lille, 75 007 Paris, jusqu'au donc 6 mai 2012. Hein. Considéré comme l'un des artistes les plus emblématiques du génie finlandais au tournant des 19e et 20e siècles, hein, Akseli Gallen-Kallela n'a jamais fait l'objet d'une exposition monographique en France. Hein. Ses liens avec Paris sont cependant étroits. Il fut élève de l'Académie Julian dans les années 1880, un siècle avant moi. Oui, mon genre. Enfin, j'ai été viré, moi. Non, sérieux, hein. J'ai été viré de l'Académie Julian, tu te rends compte? Faut le faire. Hein. Faut le faire. Surtout de l'Académie Julian. Un jour, je te raconterai comment. Triompha, mais je te dis ça tout le temps et je le fais jamais. Oui. Triompha à l'exposition universelle de 1900 avec les fresques du pavillon finlandais sur des thèmes tirés de l'époque du Kalevala, et ne me demandez pas ce que c'est. Exposa de nouveau à Paris en 1908 avant de s'embarquer pour l'Afrique d'où il ramena une série flamboyante de peintures et d'aquarelles. C'est de cette brillante carrière dans laquelle s'imbrique naturalisme, néo-romantisme, symbolisme, expressionnisme. Je sais que tu adores les ismes, donc, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Et qui accorde une place aux arts décoratifs, hein, que rencontre l'exposition. Elle rassemble des œuvres provenant de prestigieuses institutions finlandaises et de collections privées qui constituent les manifestes d'un art trop longtemps réduit à l'expression d'un sentiment national. Alors Julien, hein, t'es habillé avec un texte comme ça, t'as la chance toi d'être en Finlande et de pouvoir aller voir les œuvres de cet artiste, effectivement, qu'on découvre nous aussi, hein, enfin, nous les béotiens de l'émission. Voilà, bon. Alors c'était un morceau, c'était le Kalevala Melody, un morceau du groupe Ensiferum. Alors Ensiferum, c'est un groupe métal finlandais. Bon, même si ce morceau est pas très métal. Et le Kalevala, en fait, c'est une grande épopée finlandaise, à l'instar des Nibelungen en Allemagne ou de Chevalier. D'accord. D'accord. Sur Radio Libertaire, nous avons donc notre bibliothèque personnelle qui vient de vous causer dans le poste.
Et la radio la plus rebelle, oui, toujours, sans Dieu, sans maître, sans pub. Araccueille la 142e, Piquécou, Jean et Shlomo, pour vous parler tout de suite de quoi, mon Jean? Oh, je me le demande. Peut-être des bonnes œuvres de la FA? Des bonnes œuvres de la FA, voilà. Les bonnes œuvres, dont Radio Libertaire, que vous écoutez au moins le mardi entre 11h et midi et demi. Non, il y a d'autres bonnes émissions, comme on vous a parlé ce matin de Dessous de scène ou du Mélange. Enfin, on vous en parlera je pense qu'à chaque émission, on vous fera un petit clin d'œil à des moments de radio qui nous ont bien plu, surtout les week-ends qui sont souvent si tristes. Bon! Oh non, arrête, tu vas nous faire pleurer. Donc Radio Libertaire, c'est la voix de la Fédération anarchiste qui, si vous veniez ici, vous êtes, on pourrait toujours venir, hein, vous demandez et puis on vous ouvre la porte. Si vous venez ici, vous verrez qu'il y a une régie avec du matos quand même assez pointu, mais fragile, comme toutes les choses actuellement. Les choses techniques sont, avant il y avait quand ça marchait à la vapeur, c'était plus solide. Hein. Bon. Depuis qu'il y a l'électricité, les transistors et tout ça, ça devient de plus en plus fragile. Bon. Mais vous avez une qualité de son quand même, si vous avez un bon récepteur, évidemment. Une qualité de son qui est celle que vous recevez grâce, justement, à cette technique, mais qui coûte de l'argent. Et nous sommes une petite association. C'est une radio libre sans subvention qui édite une carte d'auditeur à 21, je traduis 20 € pour les gens qui ne maîtrisent pas tout à fait l'argomuche. Une carte d'auditeur 145 rue Amelot à la librairie Publico. Vous demandez, je voudrais une carte d'auditeur, je voudrais soutenir la radio, vive la radio. Et là, Laurent ou Max, les deux permanents, vous offriront une carte d'auditeur contre la somme de 20 €, qui peut paraître modique pour certains, moins pour d'autres. Ce n'est pas une obligation, c'est juste un souhait. Et vous pouvez aussi, à la librairie Publico, remplir un formulaire pour être membre des amis de l'association des Amis de Radio Libertaire, et avec une souscription d'un minimum de 5 € par mois jusqu'à... Bon, s'il y a des gens parmi vous qui ont besoin de payer moins d'impôts, bon, ils peuvent éventuellement souscrire à aux Amis de Radio Libertaire, et ainsi dégager un peu de thunes de leur feuille d'impôt. Bon, non mais j'y connais rien, alors je raconte des trucs que j'ai glanés ici et là, je pense trop savoir ce que je raconte. Vous avez donc la librairie Publico, 145 rue Amelot, je le répète, Jean vous le répète tous les mardis, pour vous recommander des bouquins dont il évoque ici, dont il en tire des extraits pour l'émission. La librairie Publico, une librairie indépendante aussi, militante, ce qui n'arrange pas son cas, parce que déjà que les librairies qui sont non militantes ont des problèmes de fin de mois, alors je vous dis pas, les librairies militantes et associatives, c'est un peu plus difficile, donc elle a besoin de votre soutien, donc d'y acheter des livres, d'y acheter des CD, d'y acheter des t-shirts, d'y acheter des pins, d'y acheter, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans une librairie comme celle-là, et surtout de la littérature générale, de la littérature militante, une presse militante aussi, mon Jean. Ah oui. Alors. Et un dépôt de presse du monde libertaire. Si vous ne trouvez pas dans un kiosque de Paris, parce qu'il n'y en a pas dans tous les kiosques, hein, on est des petits, nous. Eh ben, allez au Républico, vous avez un dépôt de presse. Vous pouvez acheter le monde libertaire et vous y abonner. C'est encore mieux. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît, je ne sais pas quand, mais il paraît, toutes les semaines en tout cas. Et il y a maintenant même un numéro gratuit tiré du Monde Libertaire hebdomadaire qui est distribué par des militants d'élite dans les métros, etc., tous les mardis matins, hein, particulièrement sur la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2. Bon, le ML, c'est le jeudi, hein, je précise. Le ML, c'est le jeudi, précise-t-il. Donc, celui du mardi, celui qu'on a le mardi là, enfin bon, bref, je m'embrouille. C'est pour ça que tu le reçois le samedi. C'est pour ça que je le reçois samedi. C'est pas de la faute du ML, c'est la faute de la Poste. C'est vrai, il y a même des copains qui le reçoivent le lundi d'après, ah bon, tu vois. Bon. Donc, je suis pas le plus mal loti. Donc, le Monde Libertaire, je vous explique, vous pouvez vous abonner, vous pouvez l'acheter à la librairie Publico ou dans quelques kiosques, ou avoir la chance de croiser un militant de la Fédération anarchiste qui le distribue gratuitement sur la ligne numéro 1 le mardi matin et sur la ligne numéro 2 toujours le mardi matin. Voilà, j'ai fait pour les bonnes œuvres. Il y a aussi, Piquécou va vous annoncer aussi une participation à une soirée du vendredi à la librairie Publico. Voilà. T'es sûr que t'en as pas oublié une?
Non, j'ai parlé de la radio, j'ai parlé de... Non, c'était juste pour voir. J'ai parlé du Monde Libertaire. Ah, c'est dégueulasse. Ah, le Monde Libertaire, j'ai oublié de vous dire. Le Monde Libertaire, le dernier, là, où notre Jean ici, notre hussard noir de la République, a écrit un article magnifique sur l'esthétique anarchiste. C'était l'avant-dernier. Oui, enfin, bon. Donc déjà, il a des humeurs de star, mais bon. Ne vous inquiétez pas. Ah non, c'est le dernier. Oui, non, mais ça, c'est comme les gens qui font la dernière tournée d'adieu, quoi. C'est un peu le même style, quoi. Voilà. Puis on rajoute donc juste la soirée de vendredi soir. Donc ce vendredi 2 mars, à Publico, le groupe Aracaille animera un débat autour du livre L'Intranquille, un livre écrit par Gérard Garouste et Judith Pérignon. Donc, voilà, vous pouvez venir nombreux discuter avec nous. Et, la librairie Publico a fait plein de livres. C'est un petit livre de poche qui coûte pas très cher. Donc, si vous voulez venir participer, c'est bien de dire aussi peut-être le bouquin avant, quoi. Voilà, je vous dis au revoir. Salut à tous.